Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la grande halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. On va parler élevage, on va parler élevage durable et on va parler d'agrivoltaïsme. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Pavie. Bonjour Jérôme. Bon. Alors vous êtes responsable du service fourrage et pastoralisme de l'IDEL. À vos côtés, Isabelle Decombex. Bonjour, vous êtes directrice stratégie agrivoltaïque chez Enoé. On aura l'occasion d'en reparler. À ma droite, donc, Patrick Souris. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes président de la section ovine d'Interbev. Et juste à vos côtés, en bout de table, Gilbert Guignon. Bonjour Gilbert. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, Gilbert, je vais démarrer par vous. Est-ce que agrivoltaïsme fait bon ménage avec élevage ? Oui. La question est simple et à la fois elle est importante. Elle est simple et compliquée, oui. Parce que, comme vous le dites, dans l'élevage durable, il faudra peut-être que l'agriculteur aille chercher quelques revenus extérieurs à sa production, qu'elle soit animale ou végétale. On a la loi ENR qu'il faut aussi qui va s'appliquer sur nos territoires. Donc il faut aussi qu'on participe à cette production d'énergie. On a le changement climatique qu'on a dans toutes nos discussions aujourd'hui. Et on s'aperçoit que l'agrivoltaïsme, ça peut être, dans certains cas, une solution. Une solution pour, moi je l'ai vu dans une serre, pour diminuer les produits phytosanitaires, parce que ça maintient un climat qui peut être plus sain, qui peut faire que ça fait aussi ombrière sur les plantes à un certain moment. Donc oui, pour moi, l'agrophotovoltaïque, c'est une solution. Mais c'est une solution à condition que la production agricole ne disparaisse pas sous les panneaux. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à conserver les deux. D'abord la production agricole et l'agri-photovoltaïsme, ça sera un plus. Isabelle, c'est ça l'agrivoltaïsme d'ailleurs, c'est la différence avec les projets photovoltaïques? Tout à fait, c'est la différence entre les projets photovoltaïques où on peut avoir du pâturage dessous dans un second temps. L'agrivoltaïsme, c'est vraiment la synergie, comme vous l'avez bien défini, entre la production agricole et la production d'électricité renouvelable, où la production agricole doit rester le principal moteur du projet. Alors, les questions s'adressent à tout le monde, mais quand vous dites que ça permet de réduire justement les produits, comment? Expliquez-moi. Pourquoi ça peut avoir un effet positif? L'ambiance est quand même différente sous des panneaux d'agri-photovoltaïsme en termes de température, d'humidité. Donc c'est un climat qui est défavorable aux insectes et on peut faire de la, comment on appelle ça, de la lutte intégrée beaucoup plus facilement. Patrick, Jérôme, c'est des points que vous avez étudiés? Alors, moi, je voulais simplement revenir sur ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. En fait, c'est la définition même de la complémentarité entre de la production agricole qui doit rester majoritaire, ça a été dit, et de la production d'énergie renouvelable. Ça me permet, on parlait d'élevage, c'est une réelle opportunité aussi demain peut-être pour la transmission des exploitations et l'accès au foncier pour de nouveaux porteurs de projets. La production, je représente la production ovine. Le renouvellement des générations, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus. Et là, on a vraisemblablement une réelle opportunité pour optimiser justement cette transmission du foncier. Parce que ça permet justement à des cédants de, malgré tout, avoir une rémunération de leur capital sans pour autant avoir l'obligation de le vendre. Et pour un jeune qui s'installe, acheter du foncier, c'est quand même une conséquence lourde en termes d'investissement et de charges financières. Quand il peut avoir du foncier à disposition en location, alors après, tout dépend dans les modalités je dirais, de construction même. Mais je le redis, l'agrivoltaïsme, c'est la complémentarité entre de la production agricole majoritaire et une nouvelle mission de l'agriculture, nouvelle pas si nouvelle. On a aussi, depuis la nuit des temps, aussi producteur d'énergie. La traction à cheval, moi je n'ai pas connu, mais c'était un peu ça aussi.
Alors, Patrick, je vous écoute, mais ça fait des années qu'on voit les avantages de l'agrivoltaïsme, avec la prudence de se dire il faut qu'on arrive à concilier. Mais je ne sais pas, il y a la loi sur l'accélération sur les énergies renouvelables, il y a un décret qui doit tomber, on espère qu'il ne va pas trop tarder, puisqu'on en parle quand même depuis quelques mois. Et ça va permettre de cadrer les choses. Ça va permettre de clarifier les choses. On a été largement sollicité aussi par les législateurs pour nous, en tant que responsables professionnels, en termes d'éclairage, quelle était notre vision de cette nouvelle notion d'agrivoltaïsme, hein. Donc je pense qu'on a été écoutés. On va bien voir comment ça va se concrétiser. On dit souvent le diable est dans les détails, mais on va veiller au grain, hein. Aussi, on a quand même opéré un certain lobbying auprès du législateur pour que ça corresponde à ce que la profession souhaite, et c'est surtout pas de l'artificialisation des terres, on parle de souveraineté alimentaire, on est vraiment dans cette logique-là de maintien de la production agricole, de l'élevage en ce qui nous concerne ici, au sommet, mais de toutes les productions agricoles. Alors on va voir un peu les différents aspects positifs. Les ombrières, on parle beaucoup quand même du réchauffement climatique, du problème qui va faire malheureusement de plus en plus un impact du soleil de plus en plus important. L'effet ombrière est réel ? Oui, enfin, de toute façon, un des avantages mis en avant par la plupart des développeurs, c'est de dire que ça apporte un confort à l'élevage en créant de l'ombre. Alors bon, bien sûr, on sait bien que quand il fait très chaud, les animaux se mettront naturellement sous les ombrières. Il n'y a pas besoin de grandes études scientifiques pour le démontrer, mais ils auraient pu se mettre aussi sous des arbres. Donc voilà. Après, si l'agrivoltaïsme apporte une solution au réchauffement climatique, n'oublions pas qu'ils veulent l'apporter sur quelques hectares seulement. On a 11,5 millions d'hectares de prairies en France. Il faut espérer qu'on n'aura pas 11,5 millions de panneaux, enfin d'hectares couverts de panneaux. Là, on peut alimenter le monde entier, je pense. Donc il y aura un problème sinon d'acceptabilité. Et donc voilà, effectivement, on apporte un service de bien-être aux animaux avec de l'ombre, mais on se pose aussi des questions sur d'éventuelles répercussions de la vie des troupeaux dans ces environnements électromagnétiques. Est-ce que ça génère des stress? Est-ce que ça peut perturber la santé de l'animal? Est-ce que ça peut perturber sa reproduction, voire la qualité de ses produits? Et il faut savoir que sur ces questions-là, il y a zéro référence dans le monde. Donc on est au début de recherche sur un champ totalement nouveau en ce qui concerne l'impact sur les troupeaux, que ce soit des ovins ou des bovins d'ailleurs, de ces panneaux sur les prairies. Mais on fait souvent des émissions sur l'élevage, et je vous donne la parole juste après, mais on se pose aussi des questions dans le futur, comment on va transformer peut-être les bâtiments d'élevage qu'il va falloir refroidir, qui vont être consommateurs, le fait de peut-être avoir plus les animaux à l'extérieur aussi. Donc on est en train de découvrir de nouvelles façons d'élever. Oui, alors ça peut en être une, effectivement. Effectivement, les questions autour de la vie des animaux et de la conception des bâtiments est posée par l'évolution climatique. Effectivement, on se protégeait du froid. Peut-être que demain, il faudra se protéger de la chaleur. Patrick. Oui, je voulais intervenir sur le manque de référence, et c'est vrai. Pour autant, on a depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui des bâtiments d'élevage sur lesquels on a des panneaux solaires, et jusqu'à présent, j'en ai sur mon exploitation, j'ai pas mesuré de conséquences particulières de champ électromagnétisme. Alors, à ma petite échelle, hein, effectivement, on a besoin, et c'est là où l'Institut d'élevage, les chambres d'agriculture, nous serviront aussi pour engranger de la référence, pour y voir un petit peu plus clair dans ce formidable développement qui va s'opérer dans les mois, dans les années qui viennent, quoi. Isabelle. C'est aussi effectivement toute l'importance des suivis qui vont être demandés et qui apparaissent dans les décrets qui vont sortir, on espère rapidement, où effectivement on va demander un suivi avec des zones témoins pour comparer non seulement la production, mais également le comportement et le bien-être des éleveurs, et qui va nous permettre d'accumuler en fait des retours d'expérience qui sont essentiels aujourd'hui, et de rectifier, on va dire, les projets si jamais on s'apercevait qu'il pouvait y avoir des impacts négatifs. Je voulais revenir aussi sur le point on a parlé du bien-être animal, mais dans l'élevage il y a aussi la prairie. Aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même des problématiques de sécheresse de plus en plus régulières en France à cause du réchauffement climatique, et des problématiques de prairies. Moi, la première, je viens du Cantal. J'ai jamais vu les prairies aussi grillées depuis quelques années. Et ce qu'on constate sur, en tout cas, les centrales photovoltaïques classiques aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir une production des prairies, mais attention à que ça ne fasse pas l'effet inverse et qu'on n'ait pas des prairies qui ne poussent plus parce que trop ombragées. Et donc, il faut trouver un bon compromis pour revenir à la thématique, pour que la
l'exploitation puisse durer dans le temps, entre effectivement cette couverture photovoltaïque, son pilotage si on est sur du tracker, et effectivement la production à la fois fourragère et la production d'élevage. Ça fait partie effectivement de tous les champs de questionnement qui sont actuellement posés. Le volet agronomique, le volet zootechnique. Et sur la prairie, il y a la question de la productivité de la biomasse. Quel est l'impact de l'ombre sur la production? Est-ce qu'on en produit plus parce qu'on la protège de la sécheresse, voire qu'on la protège du froid l'hiver? Ou est-ce que le rayonnement impacte finalement la photosynthèse et réduit sa production? Puis il y a des questions autres qui sont l'impact de l'ombre sur la composition même des prairies. On sait que les légumineuses, elles n'aiment pas trop l'ombre. Et donc, si on a une ombre trop présente, trop pesante, trop statique, eh bien, on a des problèmes. C'est pour ça que tout ce qui est aujourd'hui les offres d'infrastructures mobiles surélevées avec des ombres qui deviennent elles aussi plus mobiles et moins impactantes, nous intéressent aussi. Et donc, toutes ces questions se multiplient par autant d'infrastructures proposées par les développeurs. Alors, la prairie est une culture comme les autres. C'est vrai qu'on se les pose ou on se les est posées aussi pour la vigne. Puisqu'on a la production du raisin avec un enjeu qualitatif qui est important, et pourtant on voit que ça progresse, et c'est aussi vrai pour des cultures de grandes cultures. Donc voilà, c'est l'acquisition de références qu'il faut là, accélérer là-dessus. Et ça rentre les références? Alors, on est au tout début d'une nouvelle ère, hein. Il y a beaucoup de projets en élaboration, il y a quelques projets qui sont en production. On est au tout début de cette nouvelle ère. Enfin voilà, ce que j'appelle une nouvelle ère. Pour autant, faut quand même mettre un certain nombre de garde-fous. Quand je parlais tout à l'heure de brebis, enfin dans ce qui me concerne de brebis ou de bovins alibi, voilà, c'est cette notion d'équilibre. Et effectivement, non, il n'y aura pas 11 hectares de 11 millions d'hectares d'agrivoltaïsme, parce que derrière, il y a une exploitation de l'herbe, une gestion de l'herbe à l'échelle d'une exploitation et donc à l'échelle d'un troupeau qu'il va falloir aussi apprendre parce que à un moment donné la pousse de l'herbe, même si elle est plus répartie dans le temps a priori aux premières références qu'on peut avoir mais qui reste à affiner et à confirmer, pour autant quand on est sur du pâturage sous panneau, on ne pâturera pas de la même manière que quand on est sur de la prairie entre guillemets classique. Donc il y a aussi une adaptation des techniques de pâturage tournant, pâturage dynamique, pour charger à un moment donné sur des surfaces, mettre un nombre de brebis à l'instant T suffisamment fort pour avoir une pression, pour justement avoir le maintien des variétés les plus productives, les plus applétantes en termes de production fourragère, pour avoir des bêtes qui continuent à avoir des croissances normales, classiques. Tout ça, voilà, on est dans l'apprentissage et tout doit rester dans la mesure. Sur cette question de surface, effectivement, il n'y aura pas 11 millions d'hectares couverts, tout simplement parce qu'au sein d'une exploitation, on sait que justement pour qu'elle soit durable, il faut pouvoir s'adapter aux changements d'activité. On peut passer de culture bovin à culture ovin, on peut passer on peut avoir besoin de mettre plus de cultures. Et donc aujourd'hui, voilà, il faut vraiment que l'exploitation soit réfléchie dans son entièreté et que le système agrivoltaïque ne bloque pas pendant 30 ans l'exploitation agricole. Et encore une fois, des structures mobiles, des structures verticales vont permettre d'adapter, de mettre de l'élevage ovin ou bovin, de mettre des cultures et surtout de ne pas couvrir l'ensemble de l'exploitation pour laisser l'exploitant libre de faire ce qu'il veut en fait sur son exploitation. Oui, mais Isabelle, si je suis éleveur et que je change de production, je démarre avec un troupeau et je change avec un autre troupeau 10 ans après, est-ce que je pourrais le faire? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, alors je dis tout à fait, ça dépend, la structure, et on revient à ce que disait Jérôme tout à l'heure, ça dépend de la structure qui va être implantée. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des structures qui vont être plus ou moins adaptées en termes de flexibilité, de durabilité, et donc c'est là-dessus qu'il faut être très attentif et qu'il faut, lors de l'instruction des permis, je pense que les membres de la CDPENAF puissent être attentifs pour justement ne pas bloquer des terres définitivement sur une activité précise. Allez-y. Ouais. C'est là où tout doit être pensé sur du long terme, parce qu'on est sur des pas de temps qui sont entre 30 et 40 ans. Et quand je dis que tout doit être pensé sur du long terme, aussi sur la cessibilité, quand on a un projet, qu'on a 40 ans et qu'on s'engage sur 40 ans, ça veut dire qu'à un moment donné, on va aussi transmettre le témoin à la génération suivante.
Donc il doit y avoir un aspect juridique pour des précautions juridiques pour veiller à ce que ça soit transmissible aux futures générations, de manière à ce qu'on puisse encore installer. Je le disais tout à l'heure, c'est une réelle opportunité pour l'accès au foncier pour des jeunes porteurs de projets qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole, mais même aussi. Tout ça doit être véritablement bien pensé, bien articulé, raisonné avec l'exploitant sur du long terme. Voilà. Il faut le penser. Gilbert Rignan. Oui, c'est vrai qu'on attend les décrets. Le décret. Le décret, Il y en a il sera en plusieurs pages à mon avis. Voilà, il y en a un qui va fixer l'étape de la loi. Il y a deux sujets. Il y a l'acceptabilité du projet et il y a le partage de la valeur ajoutée. Parce que nous, ce qu'on souhaite dans le monde agricole, c'est qu'on puisse prendre des parts dans le capital du projet. Parce que si on veut mettre la guerre sur nos territoires, ça va être le premier qui arrive, le premier servi. Et on sait qu'en termes financiers, quand même, il y a des retours qui ne sont pas négligeables. Et si on laisse faire ça, on va mettre la guerre dans nos campagnes. Si on travaille sur l'acceptabilité, le partage avec pas que l'agriculture, ça peut être avec nos citoyens de notre commune, dans le montage financier et dans le retour financier, là on peut faire des choses cohérentes dans nos territoires. Mais enfin, au niveau des chambres d'agriculture, on souhaite ça parce que ça va être le plus dégourdi, le plus aventureux, qui risque de gagner le pactole, et puis ses voisins regarderont, et on a aussi toute la problématique des points sources, des raccordements, et si j'arrive le premier et que c'est comme Internet, vous savez, s'il n'y a qu'une prise, on va débrancher l'autre. Isabelle, rassurez. Je vais essayer de rassurer. Effectivement, aujourd'hui, il existe des méthodes. Alors, vous parlez d'entrée au capital. C'est effectivement des choses qu'on voit qui sont demandées, mais qui ne seront pas possibles dans tous les cas. Et il existe aussi d'autres méthodes. Vous parlez de financement participatif. On parle aussi de fonds de dotation. Nous, on sait qu'on travaille aussi avec des fonds de dotation pour pouvoir répartir de manière homogène sur l'ensemble d'un territoire la valeur ajoutée, parce qu'effectivement, il y a des problématiques ça ne va pas être chez tout le monde, parce que tous les terrains ne seront pas éligibles. Donc le voisin, peut-être, il n'aura pas ce qu'a son autre voisin parce que son terrain n'est pas éligible pour différentes raisons. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur ces systèmes pour partager la valeur ajoutée. Et voilà, il y a certaines chambres qui ont pris les devants en mettant en place des GUFA notamment pour effectivement que toute la filière puisse en profiter, parce qu'il n'y a pas de raison que ça reste à un niveau privé. Patrick, juste en un mot, parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission. Vous souhaitiez compléter le propos de Gilbert? Oui, je pense que effectivement l'accessibilité au regard du réseau qui était un réseau de distribution qui doit devenir un réseau de collecte d'énergie durable, ça fait partie. Enfin, les développeurs nous le disent beaucoup. Tout le monde n'est pas équitable au regard de cela. Donc effectivement, plus en termes d'acceptabilité à l'intérieur même de notre profession, mais également sur les territoires, il doit y avoir une répartition le plus équitable possible, tout à fait. Deux petites questions pour finir. Jérôme, est-ce que l'intérêt de la synergie entre agrivoltaïsme et troupeau, c'est valable aussi bien en ovins, en bovins, enfin dans tous les types? Oui, enfin, pour nous, à l'Institut d'élevage, ce que l'on voit, c'est qu'il y a effectivement des intérêts qui sont évidents de complémentarité, notamment dans les bassins allaitants, où l'alternative agronomique n'est pas si évidente que ça, où on a une dominante de production allaitante qui mobilise beaucoup de capital, parfois peu rémunératrice et du coup difficile à transmettre. Donc une activité comme l'agrivoltaïsme, ça peut être une activité de consolidation des revenus, de pérennité par rapport à la structure et même de facilité au moment de la transmission en la rendant plus attractive. Bon, après, il ne faut pas non plus être complètement naïf. Le véritable risque et les vraies questions qui se posent, ce ne sont pas tellement techniques. C'est maîtriser le risque de la substitution des productions. Il faut que demain, sous les panneaux, il y ait encore de la production agricole et qu'on puisse contrôler qu'il y ait encore une véritable activité de production agricole. Parce qu'on peut avoir 6 brebis hectares au départ et puis n'en avoir plus que 2 à la fin parce qu'on a une rente énergétique qui vous suffit pour vivre. Et donc à ce moment-là, est-ce qu'on est encore dans l'activité agricole ? Donc cette question-là, il faut qu'on la maîtrise. C'est le devoir de la filière
pour que les choses soient cohérentes sur le terrain et qu'on maintienne l'élevage, parce que l'Institut de l'élevage, c'est pour l'élevage d'abord. Hein, Et toute dernière question, la dernière, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Tout à l'heure, Patrick a parlé justement de l'installation. Vous avez justement installé des jeunes agriculteurs au travers de ce modèle? Oui, alors c'est un petit peu différent de ce que Patrick proposait. Effectivement, on a développé un système de portage de foncier où effectivement on permet à des jeunes hors cadre familial de s'installer sur des exploitations qui ne trouvaient pas repreneurs. Comme vous le soulignez, il y a une problématique aujourd'hui financière pour qu'un jeune puisse s'installer. Donc en fait, on fait du portage, c'est-à-dire qu'on s'engage à sa place pour porter le foncier, bâti et non bâti, avec la rémunération que nous on touche par rapport effectivement à la production et la vente de l'énergie, qui va nous permettre de nous rembourser sur l'avance qu'on a faite, et aux jeunes d'être propriétaires au bout de quelques années de son exploitation, puisqu'on n'a pas vocation à rester propriétaire. Et aujourd'hui, on a 3 premiers jeunes qui sont aujourd'hui installés dans la Haute-Nièvre, avant même que tout projet agrivoltaïque ne soit sorti de terre. Donc le thème de cette émission, c'était rendre l'élevage durable, mais c'est aussi rendre l'élevage possible. Et on le sait, malheureusement, on perd trop d'exploitation en élevage. Donc si ça peut être la solution, tant mieux. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici en direct du Sommet de l'élevage pour débattre de cette question. Et puis merci à vous.